Ouverture solennelle de la 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique. C'est la une de l'actualité sur Chérif la télévision. Les détails dans un instant. Mercredi 10 décembre 2025, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre à la tenue de l'espace d'interpellation démocratique. Cette 29e édition a été présidée par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Les reportages de Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. Institué depuis 1994, l'espace d'interpellation démocratique tel que l'indique son nom est dédié aux citoyens maliens afin d'interpeller les autorités du pays sur des préoccupations de divers ordres sous le contrôle des membres d'un jury d'hommes et de femmes. Il vise à informer sur l'état des droits de l'homme conformément aux engagements pris et par la même occasion renforcer l'ancrage démocratique et impulser la culture de la promotion et la protection des droits et la liberté des citoyens. Ce forum annuel, placé sous la présidence du Premier ministre, représenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et auquel les membres du gouvernement se soumettent avec humilité, illustre la vitalité de la gouvernance démocratique au Mali. Il m'offre l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance au gouvernement pour la confiance placée en cet exercice démocratique de dialogue constructif entre gouvernants et gouvernés. Mesdames et messieurs les membres du jury d'honneur, je ne doute aucunement qu'à l'issue de ce cadre d'échange dynamique entre gouvernants et gouvernés, les recommandations que vous serez amenés à formuler viendront renforcer le processus de consolidation de la bonne gouvernance en matière de droits de l'homme au Mali. Je suis également convaincu que les travaux placés sous votre magistère seront conduits avec pragmatisme. Je voudrais par ailleurs rassurer les interpellateurs dont les dossiers ont été retenus pour suite à donner que leurs dossiers feront l'objet d'un suivi régulier au niveau des départements ministériels concernés et qu'ils seront informés de l'évolution de leur traitement. Selon le médiateur de la République, son institution a enregistré un taux de résolution important des interpellations enregistrées. À noter que cet exercice démocratique entre gouvernants et gouvernés se tient le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. La salle des réunions du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a abrité la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption ce mardi 9 décembre 2025. Les activités de la Semaine nationale s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption instituée par les Nations Unies le 9 décembre de chaque année. Pour cette édition 2025, le thème national retenu est « Unir la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Plusieurs personnalités judiciaires, dont les acteurs majeurs de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, ont pris part à cette cérémonie de lancement. Écoutons le président de la commission d'organisation de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption au micro de Sadio Sidibé et Samba Traoré. Mesdames et messieurs, chers participants, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est heureux de vous accueillir toutes et tous et vous adresse ses sincères remerciements pour votre présence effective et remarquée à cette cérémonie, exprimant ainsi de façon très engagée et soutenue l'intérêt que vous portez à cette activité commémorative, mais aussi votre attachement à la lutte contre la corruption, qui est l'une des principales sources des déséquilibres économiques et sociaux aux lourdes conséquences pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale, facteurs essentiels pour le développement socio-économique de tout pays. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a qualifié la corruption en ces termes. Je cite: « La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fausse les jeux des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. » Fin de citation.
Face aux conséquences incommensurables de la corruption sur tous les segments de la société, il est urgent que toutes les forces vives se mobilisent pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux, de la profondeur et de l'étendue du phénomène. C'est donc à juste titre que l'Assemblée générale des Nations unies, à part la résolution 58.4 en date du 31 octobre 2003, a adopté la Convention des Nations unies contre la corruption. Par la même résolution, elle a décidé de déclarer le 9 décembre de chaque année Journée internationale de la lutte contre la corruption pour sensibiliser au problème de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention dans la lutte contre celle-ci et sa prévention. Aussi, cette cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption est l'expression éloquente de la volonté politique et de l'attachement des plus hautes autorités de la transition, en particulier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à la lutte implacable et irréversible contre la corruption dans notre pays. Cette année, le thème retenu, qui est la reconduction de celui de l'année dernière, s'intitule « S'unir contre la jeunesse, contre la corruption, former l'intégrité de demain ». La célébration de cette journée se tient à un moment où notre pays est engagé dans un processus de refondation de l'État, nécessitant une rupture, voire un changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques, tout en visant l'émergence d'un nouveau type de citoyens porteurs de valeurs d'intégrité, de probité, de loyauté, de patriotisme et de citoyenneté pour la construction d'une nation forte et prospère. La lutte contre la corruption nécessite l'implication de toutes et de tous dans une démarche cohérente, coordonnée et soutenue afin d'agir sur tous les segments du phénomène ainsi que les canaux et les réseaux par lesquels il se perpétue. Je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons relever les défis d'une transformation positive de notre société qui passe indubitablement et inexorablement par une lutte acharnée contre la corruption et toutes les pratiques assimilées. C'est sur cette exhortation et sur ces vœux pour un avenir radieux que je déclare lancer les activités de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption, édition 2025. L'Union des associations des commerçants détaillants du Mali, en partenariat avec Africa-Sen, organise la 3e édition de la grande foire de fin d'année FIAMA. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par les représentants des deux structures. La particularité de cette édition est qu'elle se tiendra sur l'esplanade du 26 mars. Du 12 décembre au 5 janvier 2026. À noter que cette année, en plus de l'exposition de marchandises de toutes sortes, le programme prévoit également de grands concerts, des défilés de mode, un espace de restauration et des aires de jeu pour enfants. Tout est réuni pour offrir un cadre festif et divertissant à la population de Bamako et environ. Suivons. L'objectif de cette conférence de presse est de faire passer l'information comme quoi il y aura une foire de fin d'année qui va se produire au niveau du stade du 26 mars, sur l'esplanade du stade du 26 mars, informer l'opinion nationale et internationale de la tenue d'une foire exceptionnelle à la portée de tout le monde, près des différentes populations, donc pour qu'on puisse vraiment venir, que les populations maliennes puissent venir s'épanouir pendant 25 jours sur cet endroit-là qui est vraiment magique, agréable à vivre et aussi permettre aux uns aux autres, surtout les commerçants détaillants, de pouvoir se vendre, se faire connaître et vraiment se faire de la valeur ajoutée. Donc je pense que c'est l'objectif principal, annoncer la venue, annoncer l'organisation d'un tel événement ici à Bamako. Raison pour laquelle on vous a fait appel. La date, c'est prévu, le démarrage est prévu pour le 12 décembre et on terminera, si Dieu le veut, le 5 janvier. Du 12 décembre au 5 janvier. C'est que la population aura déjà, c'est un cadre vraiment agréable parce que quand moi je parle très généralement, cet aspect-là, je trouve que c'est très important. Donner un cadre de vie agréable à tous les Bamakois. Parce qu'on en a tous besoin, on est constamment stressé, aujourd'hui on est dans une température imposée, une température très élevée imposée, vous le savez, hein,
des médias de la propagande qui montrent qu'à Bamako on ne vit pas, tout est à l'arrêt. Donc je pense que des activités comme ça vont permettre aux Bamakois de vivre, de sortir de ce stress-là, de vivre, de sortir en famille, de venir se promener, ceux qui n'ont pas d'argent, et ceux qui ont de l'argent aussi de faire de bonnes affaires. Et en même temps, trouver des endroits pour passer d'excellents moments de qualité avec leur famille, avec leurs enfants. Actualité autrement décédé dimanche 30 novembre dernier à Dakar, au Sénégal. Les obsèques du patriarche El Hadj Amé ont eu lieu vendredi 5 décembre à Kaye, dans la cité des Rails. À l'issue des cérémonies funèbres, la famille du défunt a présenté ses remerciements à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les ont soutenus dans cette dure épreuve. Suivons le résumé de nos envoyés spéciaux. Le dimanche 30 novembre dernier, à Dakar, au Sénégal, Allah l'Omnipotent rappelait à lui son humble serviteur, le patriarche El Hadj Amé Niang. Sa dépouille mortelle est accueillie le mercredi 3 décembre à l'aéroport international de Kaye par les membres de la famille, les autorités de la région, avec à leur tête le gouverneur, le général de brigade Moussa Soumaré. Vendredi 5 décembre, au domicile du défunt, quartier Légal Ségou, place à la cérémonie officielle sous les auspices du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, arrivé la veille pour présenter les condoléances de la nation au nom du chef de l'État, président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Au nom des plus hautes autorités du Mali, à l'occurrence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et au nom du Premier ministre, docteur général de division Ablaye Maïga, je présente toutes les condoléances de l'autorité du Mali attristée à la famille Niang pour la disparition de ce grand homme, de ce baobab qui a quitté la vie superficielle pour une vie éternelle. Je suis un ministre très dérangé dans mon cœur pour être si là auprès de ce grand homme qui a porté le Mali dans son cœur, qui a toujours été lui-même le Mali. Les voilà impuissamment à nos yeux, arrachés à notre affection pour une autre demeure demeurante. La famille Niang, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Vous êtes avec les autorités du Mali, vous êtes avec les Maliens, vous êtes avec les Africains, vous êtes avec le monde entier. Après la prière hebdomadaire, l'heure est à la prière mortuaire en présence des fidèles venus de partout le monde. Le patriarche est ensuite inhumé dans sa maison de Légal Ségou. Au nom de toute la famille Niang, nous adressons nos remerciements sincères à toute la Oumma musulmane. Et ce n'est pas seulement la famille Niang qui a perdu un être cher, mais c'est toute la communauté musulmane qui a perdu un des siens. C'est tout le Mali qui a perdu un être cher. C'est Kaye qui a perdu un être cher. Et du décès au funérailles, tout le monde s'est mobilisé. De Dakar à Kaye, Bamako, partout dans le monde. Les gens se sont déplacés de partout. Les gens sont venus de partout. De la France, des États-Unis, du Gabon, du Congo, de la Mauritanie. Un peu partout. Pour venir nous soutenir, pour venir nous accompagner dans cette épreuve douloureuse. Et tout cela démontre que être musulman est une chance. L'entraide. 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 Bam était un humaniste. Il passait toute la journée à apporter son soutien moral aux uns et aux autres. Et à son décès, les gens le lui ont rendu. Et nous, ça nous conforte. Son décès, c'est une épreuve, mais c'est une leçon de la vie pour nous. C'est une leçon de la vie. Et comme je l'ai dit dans mon discours funéraire,
BAM était une institution personnifiée. BAM avait une dimension que nous-mêmes nous ignorons. BAM avait une intelligence extrême. BAM était très doué. Il faisait ces choses. Tu te posais la question, comment c'est venu? C'est lui et Dieu, c'est lui qui le savait. Donc BAM a passé toute sa vie à accompagner les autres. Et aujourd'hui, les autres le lui ont rendu. Donc c'est un message qu'on a compris. Et nous remercions encore tout un chacun, tous ceux qui ont apporté leur soutien moral, financier, physique, tout, on peut que leur dire merci, merci, merci. Que nous ne les oublierons jamais. Tout ce qui ont apposé comme acte, on a noté, on n'oubliera jamais. Et nous demandons au bon Dieu d'accorder vraiment son pardon à BAM et à tous les défunts musulmans, qu'il les repose en paix. Dans le même registre de remerciements, mention particulière est faite au guide spirituel des Ansar, à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour qui le patriarche Amiyang était un père. Je dois remercier particulièrement Cheikh Seyid Ousmane Chérif Madani Haïdara. Du début à la fin, il était là. À Dakar, on a fait toutes les démarches ensemble, toutes les prières ensemble. Au funérailles à Kaye, aux obsèques, son premier garçon, Chérif Ahmed Tijani, était présent, accompagné d'une forte délégation. Et avant son arrivée, il y a une équipe de Chérif là, qui était là depuis le lendemain du décès jusqu'au moment où je vous parle. Donc tout démontre l'amour que Chérif portait à BAM et c'était vice-versa. Et c'est ce qu'ils nous ont montré. Ça veut dire que dans la vie, il y a des exemples. Chérif Ousmane Madani Haïdara et BAM, ce sont des exemples de la vie. Et leur modèle, on doit s'en inspirer. Et nous les remercions infiniment. Et remercions toute la communauté musulmane et les Ansardines qui n'ont ménagé aucun effort à Kaye dans l'organisation des funérailles. Et vraiment merci à tout un chacun. Vraiment merci à tout un chacun. Et que Dieu accorde longue vie à Chérif Ousmane Madani Haïdara et qui reste là longtemps autour de nous, à nous prodiguer des conseils, à faire des prières, à faire des dons pour tous les musulmans, pour le Mali. Et que ce décès de BAM, la baraka qui l'a accompagné de son vivant jusqu'à aujourd'hui, et que cette baraka reste au Mali, que le Mali retrouve dans la paix grâce à son baraka. Vraiment, le Mali, c'était son souci. Il s'est toujours soucié du Mali. Il apporte toujours le Mali à la place du cœur. Et Dieu étant omnipotent, miséricordieux, Inch'Allah, nous espérons bien que Dieu exaucera ses vœux et ses prières. Inch'Allah. Merci beaucoup. Encore merci à tous et à toutes au nom de la famille Niang. Merci. L'homme de vertu, de foi, de bonté et de générosité incommensurable s'en est allé à l'âge de 96 ans. Dans en paix, Ba Amiyang. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Famba. La France a aidé le Bénin à réprimer la tentative de coup d'État selon la presse francophone. Paris a joué un rôle clé dans la stabilisation de la situation, affirme un article publié le 8 décembre. Dès les premières heures, le président Emmanuel Macron a été informé des événements et a échangé par téléphone avec Patrice Talon pour l'assurer de son soutien. Il a notamment révélé avoir prépositionné à Cotonou des membres des forces spéciales en état d'alerte, tandis que les services de renseignement ont fourni un appui opérationnel, incluant des survols répétés par un avion de reconnaissance au-dessus de la capitale économique. Parallèlement, Macron a plaidé auprès du président nigérian Bola Tinubu pour une intervention militaire
militaire rapide du Nigeria qui s'est concrétisé par des frappes aériennes et le déploiement de troupes au sol. Le Bénin avait formellement requis cette aide, ainsi que des contributions d'autres membres de la CEDEAO, renforçant ainsi la réponse régionale. Ce contexte s'inscrit dans un renforcement récent des liens militaires entre Paris et Porto Novo. Le chef d'état-major béninois, le général Fructueux Gbagidi, se trouvait en visite de travail à Paris le jour des faits et des échanges de formation persistent entre les armées des deux pays. En décembre dernier, la France a été accusée par le président nigérien de financer des bases militaires au Nigeria et au Bénin pour déstabiliser le Niger. De son côté, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a également pointé du doigt le Bénin qui abrite, selon lui, 2 bases françaises dirigées contre nous. Paris et Porto Novo affirment néanmoins qu'il n'existe aucune base militaire française opérationnelle sur le sol béninois. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire continue de se dégrader à grande vitesse. L'AFC M23, soutenue selon plusieurs rapports par le Rwanda, mène depuis plus d'une semaine une offensive d'ampleur dans la plaine de la Rizouzi, au sud Kivu. Parti des Kamanyola, l'offensive a rapidement balayé les positions loyalistes. En l'espace de quelques jours, les rebelles ont progressé d'environ 50 km, faisant tomber l'une après l'autre plusieurs localités stratégiques situées le long de la frontière burundo-congolaise à Luvungi, où les fortifications des forces armées de la RDC et de l'armée burundaise ont été débordées, le camp de formation militaire de Lubirizi, désormais occupé par l'AFC M23, la cité de Sangué, à une trentaine de kilomètres d'Ouvira, tombée le week-end dernier. Cette percée, la plus rapide observée dans le sud Kivu, depuis le début de l'année, place Ouvira, chef-lieu provisoire de la province depuis la chute de Bukavu, en première ligne. Face à cette progression, Bujumbura a lancé un avertissement solennel. Lors d'un briefing avec le corps diplomatique à Gitega le 8 décembre, Edouard Bizimana, ministre burundais des Affaires étrangères, a affirmé que la progression de l'AFC M23 suivait un plan bien établi. Leur objectif est clair, capturer Ouvira, puis continuer leur progression jusqu'à Fizi et Kalemi avant le 25 décembre, a déclaré le chef de la diplomatie burundaise. Le gouvernement rwandais a de son côté accusé la République démocratique du Congo de violer l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre, a déclaré le ministère rwandais des Affaires étrangères dans un communiqué sur la reprise des combats entre les rebelles du mouvement du 23 mars et les forces congolaises soutenues par le Burundi. Ces violations délibérées des accords récemment négociés constituent de graves obstacles à la paix, entraînant la souffrance continue de la population de l'Est de la RDC, ainsi qu'une menace pour la sécurité de la frontière occidentale du Rwanda, indique le communiqué. La RDC a ouvertement déclaré qu'elle n'observerait aucun cessez-le-feu et qu'elle combattait pour reprendre les territoires perdus au profit du M23, alors même que le processus de paix se déroulait, a noté le ministère rwandais des Affaires étrangères. Le ministre d'ajouter que les forces burundaises stationnées dans l'Est de la RDC aux côtés de l'armée congolaise bombardent systématiquement des villages paisibles proches de la frontière rwandaise. Les dirigeants de la RDC et du Rwanda ont signé un accord de paix à Washington le 4 décembre prévoyant un cessez-le-feu permanent, le désarmement des forces non gouvernementales et la poursuite des crimes. Cependant, 3 jours plus tard, le président congolais Félix Tshisekedi, dans une allocution à la nation, a accusé le Rwanda de violer ses engagements pris dans le cadre de cet accord. Le Kremlin n'a pas encore discuté avec les États-Unis des dernières déclarations de Volodymyr Zelensky concernant sa préparation aux élections, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov. Non, nous n'avons pas eu le temps d'en discuter avec qui que ce soit, a-t-il déclaré, en réponse à une question de l'agence d'information russe TASS sur la question de savoir si le Kremlin avait discuté des déclarations en question avec ses homologues américains. Plus tôt, Volodymyr Zelensky a déclaré être prêt pour l'élection présidentielle ukrainienne, tout en précisant que des modifications législatives et des mesures de sécurité étaient nécessaires pour permettre aux militaires de voter. Il a demandé aux parlementaires de préparer la législation requise et a sollicité l'aide des États-Unis et de l'Europe pour garantir la sécurité du scrutin. Utiliser les avoirs russes gelés en Europe comme prêt de réparation à l'Ukraine est risqué, a déclaré le ministre italien des Affaires européennes,
Tommaso Foti dans un entretien accordé au quotidien italien La Stampa, ajoutant qu'aucune des propositions en discussion ne garantit le respect du droit international. Il est important pour nous de concilier les intérêts politiques et le respect du droit international concernant l'utilisation des avoirs russes gelés. Or, c'est un problème majeur. Aucune des propositions à l'étude ne garantit le respect du droit international, a-t-il déclaré. Le ministre a constaté que les principaux pays européens n'avaient jusqu'à présent pas réussi à influencer le processus de paix ni à contribuer aux négociations, tout en se disant convaincu que le rôle de l'Europe n'est pas seulement utile, mais que sa participation est essentielle. Il est crucial de maintenir l'axe Europe-États-Unis, a-t-il ajouté. La Commission européenne avait précédemment annoncé son intention d'exproprier tous les avoirs russes gelés en Europe d'une valeur de 210 milliards d'euros sous couvert d'un programme de prêt de réparation destiné à financer l'Ukraine en 2026-2027. Elle avait également appelé les pays occidentaux non membres de l'Union européenne à se joindre à cette initiative. Le Venezuela exprime sa gratitude à la Russie pour son soutien et son intérêt concernant la dernière stratégie de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Iván Gil Pinto dans un communiqué publié sur Telegram. Au nom du président vénézuélien Nicolás Maduro, nous exprimons notre gratitude et notre soutien à la déclaration publiée par le gouvernement russe par l'intermédiaire de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a exprimé son inquiétude quant aux intentions néocoloniales de l'impérialisme nord-américain qui se manifeste à travers une nouvelle stratégie de sécurité nationale, a écrit le plus haut diplomate vénézuélien. Commentant la mise à jour de la stratégie de sécurité nationale américaine lundi, Maria Zakharova a fait part de l'espoir de Moscou que Washington s'abstienne de déclencher un conflit ouvert avec le Venezuela, ce qui pourrait plonger tout l'hémisphère occidental dans le chaos. Ceci est particulièrement préoccupant compte tenu des tensions actuelles autour du Venezuela, tensions délibérément attisées par Washington, a-t-elle souligné. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.